Oui, mais tu sais, c'est si simple que ça, mais Oui, bon. Les révolutionnaires qui veulent faire la révolution, qui n'arrivent bon. pas à entrer. Oui. Allez-y, vous pouvez commencer. Je teins mon micro, vous pouvez commencer. On peut Ok. commencer. Bon, bah, On commence. Oui, oui, bien sûr, Sylvestre, c'est occupé. C'est bon. Alors, vous me voyez là? Oui, c'est bon. Alors, bon, je m'appelle Gilles, pour qui ne me connaît pas, je m'appelle Gilbert Dawed. Et donc, je présente l'intervenant de ce soir, qui est Monsieur Jacques Borde. Alors, pour qui ne connaît pas Jacques Borde, parce que Jacques est spécialisé en géopolitique, il a écrit plusieurs livres, dont Pourquoi l'Amérique sur Bin Laden de Jacques Borde. Donc, c'est après les attentats du 11 septembre. Et avant, il avait écrit un livre qui a été édité par Du Alpha sur l'avion de l'Iranien. Vol 655 iranien, un crime de guerre américain. Voilà. Et après, il intervient sur plusieurs plateformes imprimées et électroniques de géopolitique. Et entre autres, il a son propre site qui s'appelle bforboard.com. J'appelle ça B pour board, bien entendu. For, c'est en anglais FOR, board, BORDE.com. Et c'est un site spécialisé en géopolitique. Alors, pourquoi on a décidé aujourd'hui de faire un programme sur la géopolitique ou la politique étrangère sur la Méditerranée? C'est tout simplement parce que nous, c'est-à-dire les pays européens, de l'Union européenne et même du continent européen, on est tellement occupés avec le virus et le Covid, mais la politique étrangère, elle s'est pas endormie, elle s'est pas arrêtée. Il y a des puissances montantes qui ont des ambitions et qui sont en train de les maintenir même avec le virus. D'ailleurs, les différentes crises et tensions qui existent au Proche-Orient, surtout au Moyen-Orient, ou plus proche de nous, entre la Grèce et la Turquie, sont toujours existants. C'est pas parce qu'il y a eu le virus que soudainement tout s'est calmé. Voilà. Et voilà. Et alors maintenant, avant le Covid, on parlait tout le temps de la Turquie. Soudainement, on dirait que la Turquie a totalement disparu. Et donc c'est pour cette raison qu'on a voulu faire ce programme aujourd'hui. Alors, la Turquie, elle a tiré profit du chaos provoqué par l'Occident au Proche-Orient et Moyen-Orient. Ça, c'est pour mettre le contexte. Avec la disparition, bien sûr, de l'Irak et de la Syrie comme puissance militaire arabe qui, disons, faisait un espèce de bloqué ou une digue pour les ambitions turques. Alors, maintenant que ces deux pays ont été détruits grâce à l'Occident, la Turquie a décidé de jouer sa propre carte dans la région. Alors, la première question que je vais poser à Jacques, c'est quel est l'objectif de la Turquie dans la région? Alors, l'objectif turc, il est double. Il est politique dans la mesure où, au pouvoir, vous avez Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, qui lui, contrairement, est un homme politique qui vient d'un milieu particulier. C'est qui a créé un parti qui s'appelle l'AKP, et qui était déjà dans cette mouvance islamiste, et il s'est retrouvé confronté avec la situation turque. Il y a un facteur qui était prédominant avant, c'était le nationalisme turc et l'armée. Donc il fallait à tout prix que concilie l'armée pour ne pas se faire putcher, parce que c'est un peu le sport national des militaires turcs. Donc, qu'est-ce qu'il leur a proposé? Il leur a proposé un deal très simple, c'est la restauration de l'Empire ottoman, de manière à remplacer la Turquie comme puissance régionale. Alors, il y a un point qui l'a ralenti, c'est les fameux putsch militaires des gulenistes, qui étaient plutôt des gens qui étaient proches des Américains. Donc il y a eu un coup d'État, un peu dans le coup d'État, donc lui a repris la main. Il a progressivement, c'est pour ça qu'il y a des vagues d'arrestations, au fur et à mesure que les gens sortent des académies militaires et politiques, ils prennent la place des gulenistes. Et donc, que fait Erdogan? Il est en train de replacer ses pions dans la région, là où était l'Empire ottoman. Donc, il s'en est pris à la Syrie, parce là, on est dans le prolongement classique de ce qu'avait fait Paris, c'est-à-dire le problème du Sanjak d'Alexandrette, qui a été donné aux Turcs par les Français. Et
le prolongement territorial des Turcs en Syrie, c'est tout simplement une suite. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'on leur a pas donné assez. Et comme maintenant ils ont la main militaire sur la région, c'est quand même la 4e armée terrestre de l'OTAN, ben, ils ont essayé de se prendre une partie de la Syrie. L'autre facteur, c'est qu'ils ont décidé d'aller plus loin et ils ont décidé de s'attaquer à la Libye. Et actuellement, ça pose des questions, notamment aux puissances méditerranéennes occidentales, qui ne font rien. Bon, avant d'arriver sur la Libye, remettons en contexte qui est Erdogan. Alors, qui est Erdogan au juste? Présente-nous Erdogan, le personnage lui-même. Alors, Erdogan, la première chose qu'il faut dire, c'est que ça n'est pas un islamiste, au sens classique du terme. Bien sûr, il est musulman, bien sûr, il dirige le parti de l'AKP, qui est un parti islamiste, mais à l'origine, c'est un soufi. C'est un soufi Naqshbandi, qui est il y a trois grosses mouvances soufis dans la région, et lui est soufi. Ce qui lui a permis d'intervenir, notamment assez facilement en Irak, en se projetant partiellement. Pourquoi? Parce que l'autre... Gilbert, Jacques, votre micro a été éteint par quelqu'un. Voilà. Je crois que c'est moi, monsieur. J'ai fait une erreur, pardon. J'ai voulu couper le mien et en fait, j'ai coupé le sien. Désolé. C'est pas grave. On revient. Alors, je pense que vous nous avez perdu quand on parlait de l'Irak. Donc, il est intervenu en Irak. Il a commencé à intervenir en Irak, notamment par le biais, en aidant les gens d'ISIS, Daesh, et ça s'est fait par un biais très simple, c'est que le chef de la résistance, on va dire bassiste, c'était Al-Douri. Et notamment, Al-Douri est aussi un Naqshbandi. Sa première formation militaire, c'était l'armée de la Naqshbandiya. Donc, ça a permis par des relations qui ont échappé à peu près à tous les observateurs, à Erdogan se positionner. Donc, c'est quelqu'un qui, à la fois, est extrêmement intelligent, qui est extrêmement cultivé, qui a une culture politique qui est énorme parce qu'il a réussi à la fois à garder son, on va dire, son logiciel de base, qui était celui de l'AKP. Il a complètement phagocyté l'établissement militaire parce qu'il a repris le discours pantouranien néo-ottoman, et il a également repris le discours des nationalistes du NHP, les fameux Bozkurtlar, les Lougris, en reprenant leur gestuelle. Il y a des gestes qui échappent toujours aux observateurs, c'est qu'il a une manière de se comporter à la tribune, il fait des gestes qui sont des mimiques qui sont utilisées par les gens du parti. Une manière parfois de remonter sa veste, de s'adresser aux gens. Et donc, il a réussi, alors qu'il était représentatif dans ce courant de l'AKP, parti auquel, au sein duquel il a pris le pouvoir, à réussir à être grosso modo le président à la fois des militaires, des ultranationalistes et des gens de l'AKP. D'ailleurs, en Turquie, des fois, on voit des milices turques qui combattent dans le nord de la Syrie, qui font des signes des loups gris. Est-ce qu'il est soutenu par cette mouvance en Turquie? Alors, tout à fait. Il faut savoir que au début de sa projection militaire, il a utilisé ce qu'on appelle des proxys, qui sont généralement des milices. Alors, soit il a pris des milices locales, des gens qui étaient des factions comme l'armée de libération de la Syrie, et par prudence, il a projeté ses propres hommes. Et la plupart des miliciens turcs qui ont été projetés militairement par Erdogan sont des gens des Lougris, des Bozkurtlar. Moi, j'ai publié puis enfin sur le site des photos, on voit des militants posés devant des slogans, qui sont des slogans néo-touraniens ou pantouraniens. Et ces gens-là sont des miliciens qui lui sont acquis politiquement, parce qu'évidemment, comme il reprend leur discours, et qui est toujours dans cette voie de recréer en partie l'Empire ottoman, effectivement, il a ses partenaires. Et son principal partenaire, c'est une partie de l'armée. Parce qu'une partie de l'armée est extrêmement ultranationaliste, et ils ont en Erdogan quelqu'un qui va plus loin
que tous les gens qui ont dû arriver au pouvoir à l'époque des putschs. Donc finalement, pourquoi changer Erdogan puisqu'il va beaucoup plus loin? L'autre étape, c'est que maintenant, les Turcs ne se projettent plus à l'aide de milices, ils vont directement au charbon. Mais on arrive, alors à ce niveau-là, Jacques, on arrive sur la Libye. Alors la Libye, avant le Covid, on parlait tout le temps de la Libye dans les news. Maintenant, il y a un silence total. Qu'est-ce qui se passe en Libye? Qu'est-ce qui s'est passé? Et comment ça se fait que la Turquie est en train d'intervenir en Libye? Alors, il y a en fait deux problèmes. Pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'il y a le gros problème de la Libye, c'est qu'officiellement, la Libye est toujours sous embargo militaire. Le problème, c'est que cet embargo militaire étant systématiquement violé par les Turcs de manière massive, il est évident que les pays qui se positionnaient autour de la Libye avec Frontex, la récupération de les migrants, ils préfèrent pas en parler parce qu'ils ne savent plus quoi dire. Parce qu'actuellement, si vous prenez la manière dont les Turcs se projettent, c'est avec leur marine de guerre, la TDK, et en projetant une partie de leur flotte. Il faut savoir qu'au large de la Libye, vous avez, alors la marine turque, ils ont à peu près 19 frégates, qui sont pour la plupart des frégates de type récupération américaine, des Oliver Hazard Perry. Ils ont toute une classe qui a été créée, la classe Gabia, et sur le total de 19 frégates turques, il y en a 5 ou 6 qui tournent autour de la Libye. C'est énorme. Alors, ce qui est très, très amusant, c'est que théoriquement, on a quand même des pays qui sont censés empêcher le débarquement d'hommes, de matériel et de munitions. Dans la France. Dans la France. D'ailleurs, je me demande si on ne devrait pas rebaptiser le Charles de Gaulle le Mustafa Kemal, parce que vu le rôle qu'il a joué par rapport à la projection turque, c'est simple, il n'a rien fait. Et alors, la projection turque, c'est très simple. Comment ça se passe? Au début, ils ont d'abord envoyé des bâtiments, pas des petits chalutiers, hein, de gros transporteurs lourds, débarquer du matériel. La marine italienne en a détourné un, je crois, du côté de Gênes. Ils ont eu des incidents avec la marine et la chasse grecque. Donc c'est simple maintenant, quand il y a un navire qui débarque, il est escorté par une ou deux frégates. Et ils vont dans les ports, ils débarquent leur matériel. Et moi, sur une photo, j'ai compté débarquer sur un seul débarquement d'un seul navire. Il y avait une trentaine de véhicules blindés lourds. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aussi, c'est comment ça se passait avant. En Turquie, il y avait des milices. Donc, on donnait du vieux matériel de l'armée turque à des miliciens, comme des M113. Ils passaient un petit coup de peinture, ils mettaient un joli drapeau, ils mettaient un joli logo, et ils évitaient de parler turc devant les caméras. Maintenant, en Libye, c'est plus du tout ça. Les navires, le matériel qui débarque, ce sont des MRAP. MRAP, ça veut dire Mine Resistance Ambush Protected, du type Kirpi BMC 350. C'est simple. Ils ont le camouflage turc et ils ont toujours les cocardes turques. Et ils sont servis par des militaires turcs en uniforme de l'armée turque. Et tout ça sous le nez des Occidentaux qui ne font rien. Le risque à terme, c'est très simple. Si les Turcs continuent à se projeter de cette manière, ben c'est simple, ils vont battre les armées locales parce qu'ils seront plus puissants. Et alors pour l'instant, la seule chose qu'ils n'ont pas envoyé, c'est des avions. Mais ils ont déjà installé des batteries de DCA. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous mettez des batteries de DCA du style plus ou moins SAMTP ou SA 250, ben, ça veut dire que c'est fait pour tirer des avions. Comme il doit y avoir dans les fractions libyennes, on va dire 8 à 12 avions en état de vol, cette DCA, elle est destinée à qui? À tirer uniquement sur des vieux MiG-21 pourris qui s'écrasent tout seul au sol? Non, c'est probablement pour créer un fait accompli et avoir une armée d'occupation et en recréant une partie, un spot néo-ottoman comme c'était à l'époque de l'Empire ottoman. Et dans ce contexte, que font les Occidentaux et que font les Américains? Vu que dans la guerre libyenne, je pense que les Américains ne voulaient pas vraiment intervenir. Alors, quand la guerre libyenne a démarré, c'est simple, c'est une action franco-britannique de Cameron et de Sarkozy qui ont voulu refaire un espèce de remake
de la guerre pas du Sinaï, du canal de Suez. Ah, pardon, canal de Suez. Et qui ont décidé de mettre la main sur la Libye directement. Alors, l'idée, c'est que c'est très simple. À ce moment-là, il y avait des manœuvres aéronavales franco-britanniques qui étaient en préparation. Et normalement, la cible pour les manœuvres, c'était la Corse. On a pris les mêmes avions sur la même durée. On a mis de vraies bombes. Et les avions, au lieu de faire des raids d'entraînement en Corse, ils ont fait des bombardements réels en Libye. Le seul problème, c'est que contre les guerres, ça ne se passe pas toujours comme prévu. Donc, au bout du temps des manœuvres, et une fois que la France a tiré toutes les bombes qu'elle avait en stock, ben, Kadhafi était toujours au courant. Et donc, ça a débouché sur une action de l'OTAN et une action des Américains, avec la force américaine, sans compter que, au bout d'un moment, les munitions que les Français n'avaient plus étaient remplacées par des munitions que fournissaient les Américains. Mais à l'origine, les Américains, le système libyen leur convenait assez bien, puisque moi je me souviens du temps où j'allais en Libye, les seules personnes qui pouvaient débarquer en avion à l'aéroport de Tripoli, qui est officiellement sous embargo, c'était les Américains. Vous aviez des petits avions de 20-30 places, souvent immatriculés anglais, sous label anglais ou canadien, avec des gens qui étaient censés être des Québécois qui ne parlaient pas français, mais qui avaient l'accent texan. Donc, la situation en Libye, elle convenait relativement aux Américains. Les Américains ont été, par la bêtise de Sarkozy, de Cameron, on a fait sauter un régime pour rien. Parce que tout simplement, il y avait des contentieux par rapport à la Libye, notamment entre Sarkozy personnellement et Kadhafi. Et donc, on a fait sauter un régime avec rien pour le remplacer. Et on a ouvert la route pour la Turquie. Alors, la Turquie, ils ne s'en sont pas mêlés tout de suite. Mais comme on dit, vous savez, l'appétit vient en mangeant. Les Turcs sont d'abord projetés par le biais de milices comme la LS et de proxy comme les Bozkurtlar en Syrie. Ils se sont aperçus qu'on les laissait faire. Ils ont continué. Là, le seul problème majeur pour les Turcs, c'est que c'est plus loin et qu'ils passent sous le nez de trois puissances qui peuvent effectivement ne pas se laisser faire. Bon, c'est les Grecs qui sont très bien équipés, qui sont rééquipés dernièrement. Il faut savoir que le dernier modèle de F-16 de l'armée grecque est supérieur à celui de l'armée turque, puisque c'est un modèle V-Viper, alors que les Turcs ont des F-16 Bloc 52 et Bloc 52+. Donc, après vous avez l'Égypte qui, pour l'instant, ne réagit pas, bien qu'ils soient ils sont frontaliers, et surtout, ils ont un asset, un allié, qui est Haftar. Et l'autre pays qui, pour l'instant, ne fait rien, c'est Israël. Alors, ce qui est intéressant, quand on voit le matériel aussi qu'utilisent les Turcs directement en Libye, vous avez les chars Sabra. Chars Sabra, c'est les M60 modifiés par les Israéliens, qui en ont vendu un certain nombre aux Turcs. Et pour l'instant, les Israéliens ne se mêlent pas de la question. Le problème des Israéliens, c'est très simple, ils ont toujours un vieux problème, qui est vieux comme le monde, ou vieux comme eux, comme leur pays, c'est que les Israéliens n'aiment pas les guerres longues. Parce que guerre longue veut dire des civils sous les drapeaux. Et économiquement, ça se paye très cher. C'est pour ça que toutes les guerres israéliennes sont des guerres ultra courtes, d'une très grande brutalité, parce qu'il faut qu'en moins de 3 semaines, tout soit réglé. Et quand ça ne marche pas, ils se replient. Quand le Hezbollah leur a tenu tête en 2006, quand ils ont vu à un moment que ça ne marchait pas, ils ont arrêté. Parce qu'ils ne pouvaient pas maintenir tant d'hommes sous les drapeaux. Alors pour l'instant, effectivement, il y a une espèce de statu quo. Les Israéliens laissent faire les Turcs. Est-ce que ça durera éternellement? Les Égyptiens laissent faire les Turcs. Est-ce que ça durera éternellement? Pour l'instant, on ne sait pas. Les seuls qui ne font rien, c'est les Européens. On a un dispositif naval qui est supposé empêcher
la livraison d'armes à la Libye qui est sous embargo. Et vous avez des des cargos d'armement, de chars, de blindés qui débarquent et qui sont installés sur place. Et est-ce que Erdogan risque, si sa projection externe, mais est-ce qu'il risque de se faire, comment dire, de perdre le pouvoir interne? Est-ce qu'il y a une opposition interne en Turquie? Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'opposition interne. Le seul problème, c'est que c'est une guerre qui coûte cher. Et économiquement, avec notamment le Covid, il faut bien en parler, l'économie turque se porte de moins en moins bien. Alors, les Turcs sont généralement très nationalistes et soutiennent les actions extérieures de leur président. Tant que ça marche et tant que ça ne leur nuit pas économiquement. L'autre problème de l'armée turque, c'est qu'elle n'est pas très performante. La preuve, c'est qu'on sait très bien, par exemple, qu'en Libye, ils ont cessé ils utilisent toujours des proxys, très peu de leurs troupes, et ils ont même remplacé les raids aériens par des raids de drones, parce que ça leur permet de ne pas affronter directement les Syriens, qui, à contrario, ont énormément modernisé leur armée, ils l'ont rééquipée, et surtout ont appris à se battre de mieux en mieux avec des alliés extrêmement efficaces, comme le Hezbollah, bien sûr, comme le Parti syrien national-social, et des milices locales. Et également, il y a même eu de projeter des miliciens hazaras venant d'Afghanistan au sein de la brigade des Fatimides. Aliwa al-Fatimiyoun. Voilà. Donc, pour l'instant, la Turquie, d'abord, il n'intervient pas massivement. Ça nous paraît énorme, mais les armées locales, je veux dire, les gens d'Haftar, ils doivent avoir 30 blindés en état de marche, 4 avions, et puis le traditionnel pick-up avec. Tu veux le voir? Technique. À partir de non, il ne verra pas, j'ai coupé la caméra. Ça va? On continue, vas-y, je pensais qu'on a été, vas-y. Et donc, effectivement, le potentiel militaire, la projection turque actuellement est relativement petite par rapport à la puissance militaire turque. L'autre problème, c'est qu'on sait que par tous les affrontements qui ont eu lieu auparavant en Syrie, soit contre des milices pro-occidentales ou autres, ou même l'armée syrienne, le matériel turc, c'est pas très bien. Le papier de verre, tu l'as pas descendu? Non, pas encore. J'en ai pas besoin, hein, c'est juste pour. Vous pouvez son micro. Vas-y, continue. Et donc, ils ont subi énormément de pertes. Il faut savoir que les blindés qu'on voit sur les photos généralement sont des blindés turcs, qui sont des blindés fabriqués par une firme qui a un nom très amusant, qui s'appelle Otokar, et qui fait des blindés, des véhicules blindés à peu près de la qualité des Occidentaux. Et ils ont déployé des M60 et des Léopards. Le Léopard, qui est un char allemand, ça s'est très mal passé. Il se trouve que le Léopard, face à pratiquement tous les anti-chars russes de type Métis ou autres, c'est simple, c'est un ouvre-boîte. Généralement, toutes les photos qu'on a de Léopard détruits, vous avez la tourelle à 3 mètres et le châssis à côté. Et tout le monde est mort. Donc, c'est pour ça que les Turcs ont réussi à utiliser encore soit des proxys, soit des miliciens comme ceux des Bozkurtlar, des Loup-Gris. Est-ce que ça durera tout le temps? Et le gros problème, c'est si l'Égypte fournit un peu plus de matériel aux Libyens, le fossé va peut-être se combler. Pour l'instant, ils sont tranquilles. C'est la première puissance militaire déployée en Libye, c'est l'armée turque. Et après le Covid, est-ce que l'Europe va avoir des problèmes dans la Méditerranée, vu que maintenant il y a la flotte turque est en train de se promener comme elle veut, on dirait? Pour qu'il y ait des problèmes, il faudrait que les Européens aient la volonté de tenir tête aux Turcs, ce qui n'est absolument pas le cas.
Je vous dis, le seul cas dont j'ai entendu parler, c'est un navire, mais à l'époque, il n'était pas escorté militairement, qui a été détourné à Gênes, je crois, par les Italiens. Le problème, c'est que maintenant, quand vous avez un navire bondé d'armes qui débarque à Tripoli, il y a 2 frégates pour le protéger. Donc, a priori, je ne crois pas qu'il y ait un seul pays européen qui a envie de se frotter aux Turcs. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de volonté. Les seuls qui pourraient peut-être poser problème à terre, mais est-ce qu'ils ont envie d'y aller? C'est les Américains. Il faut savoir que ce projeté en Méditerranée, c'est une des plus vieilles aventures militaires des Américains, puisque ça remonte à l'époque des affaires. J'ai plus la date. C'est en Libye. C'est en Libye, d'ailleurs. Si vous prenez l'hymne des Marines, ça fait allusion au mur de Montezuma, c'est le palais de Mexique où était retranché le général Santa Anna d'Alamo, et la suite, c'est des rives de Tripoli. C'est au moins un siècle, quoi. C'est ça, j'ai plus la date en tête. Et, par exemple, le sabre de parade des Marines est une épée arabe. Il a été offert à une époque par un royauté local dans la région, parce qu'ils sont aussi déployés à Tunis. Et donc, les Américains, la tradition militaire américaine de projection en Méditerranée est très ancienne. Maintenant, est-ce qu'ils en ont envie? Est-ce qu'ils n'ont pas délégué, est-ce qu'ils n'ont pas décidé, vu l'incurie des Européens, de plutôt laisser des locaux s'en occuper, c'est-à-dire les Israéliens pour la partie qui les concerne, et pour la Libye, finalement, pas tout. Pourquoi? En quoi ça peut vraiment gêner intellectuellement les Américains que la Libye devienne néo-ottomane? A priori. Donc il est possible que Erdogan travaille avec disons, les Américains qui ferment leurs yeux. C'est une possibilité. Ce que je note, c'est que tout le monde le sait. Les projections dont je vous ai parlé, il y a des photos dans toutes les revues spécialisées. Il y en a pas, tout le monde est au courant. C'est-à-dire que les Américains, les premiers, savent exactement qui fait quoi et combien il y a de matériel turc. Ils doivent savoir le nom des officiers qui sont déployés. Donc, si les Américains ne disent rien, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de dire quelque chose pour l'instant. Alors, est-ce qu'ils seront à un moment soit intéressés à rappeler à l'ordre les Turcs pour la Libye? Peut-être, mais ça n'est pas certain. On arrête là, Gabriel, et qu'est-ce qu'on fait? On pose des questions, on continue? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il y a déjà plusieurs questions. Donc, parce que nous, on continue à parler de ça. Sur le chat, Tu as parlé Annie à 18h24. Pardon? Annie, la première question à 18h24. C'est ça. Alors, on dit la question, incompréhension, volonté de la part de Sarkozy de faire une pierre deux coups, afin de faire passer les Occidentaux pour des salopards. Vas-y. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'incompétence, il y a une volonté franco-britannique pour savoir qui a décidé l'autre, à mon avis, on ne saura jamais, et qui a eu effectivement une volonté de refaire le coup de Suez, c'est-à-dire se faire une guerre franco-britannique au Levant, de l'autre côté de la Méditerranée, comme on l'avait fait auparavant, et le problème, c'est que ça n'a pas marché. Il faut se souvenir aussi que Cameron, qui venait d'être élu comme Premier ministre britannique, il avait fait une tournée dans la région. Il avait visité d'ailleurs la Libye, mais il est allé en Égypte et il est allé d'ailleurs en Syrie, dont les échos que la guerre de Syrie a été déjà préparée à l'époque par Cameron. Moi, je pense pas qu'il y a une mauvaise évaluation. Je suis persuadé que Cameron et Sarkozy étaient sûrs qu'au bout de 3 semaines, ça serait réglé. Les manœuvres qui étaient prévues, qui ne prévoyaient pas de troupes au sol, c'était des manœuvres aéronavales. Ça permettait, avec le même budget que les manœuvres, de faire une guerre, et ils pensaient qu'ils auraient la peau de Kadhafi. Le problème, c'est que ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc, ils se sont retrouvés avec Kadhafi toujours en place. Il y a dû y avoir des implications au sol et des frappes de plus en plus brutales, avec en plus l'aviation américaine. Alors, pour la petite histoire, je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers des feuilletons qui passaient sur les télévisions européennes. Vous aviez un feuilleton qui était consacré à un pilote de chasse, Papy Boyington.
Dans l'escadrille de chasse, c'était la VMF de 214, Black Sheep. C'est une des unités qui est intervenue en Libye des Marines américains quand ils ont attaqué. Et j'en suis pas certain parce qu'il y a une rotation à un moment donné. C'est peut-être même eux qui ont frappé le convoi quand Kadhafi s'est fait abattre. La prochaine question de Eric. J'aimerais bien. Sauf erreur de ma part, le MHP fondé il y a longtemps par le colonel Turkes était laïque et partisan d'une ouverture extension vers les pays turcophones et non vers l'Europe. Oui. Le MHP était donc hostile à l'entrée de la Turquie dans l'Europe. Erdogan, je pense, a repris ce discours, sauf qu'il est islamiste et le MHP n'est plus laïque. Alors, semble-t-il. Alors, c'est à toi de... Le MHP, il n'a jamais été entièrement laïque. C'est-à-dire que le problème en Orient, c'est qu'on a tendance à croire que quand un parti se dit laïque, c'est à la fois de la façade et une laïcité qui n'est pas comprise comme la nôtre. Alors, je vais vous donner un exemple très bien. En Algérie, on a quelqu'un qu'on connaît très bien, qui est Gilles Munier, qui était invité il y a très longtemps par un haut responsable du FLN, chez lui. Donc, tout se passe bien, sauf qu'après, a été détruite toute la vaisselle que Gilles Munier avait touchée, parce que c'était quand même un infidèle. Et c'était des gens du FLN ultra laïques officiellement. Donc, la laïcité en Orient, c'est pas la laïcité en Europe. Mais c'est comme les entêtes, si je peux intervenir ici, c'est comme les entêtes du parti basse, syrien ou irakien. Les entêtes des lettres commencent avec la charada islamiste, il n'y a que Dieu, que Dieu. La ilaha illallah. Donc c'est un laïcisme qui reconnaît quand même, disons, qui reconnaît la vérité ou qui reconnaît que Dieu existe. Tandis que la laïcité européenne, et surtout si je ne me trompe pas française, est un peu plus athée que laïque, en fait. Le problème aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que Erdogan est un soufi. C'est pas une espèce de fantôme, de zombie recruté dans une banlieue, à moitié analphabète, qui connaît de sourates. La Naqshbandiya, ce sont des soufis extrêmement éduqués, extrêmement formés. Et je suis sûr qu'il y en a aussi au MHP. Parce que moi, je me souviens de ce que m'avait dit un responsable de la Naqshbandiya française à Paris. Il m'avait dit, c'est simple, on pèse tel point en Syrie, tant que le régime sera soutenu par au moins l'armée, les forces de police et au moins 30% de la population, nous n'interviendrons pas du côté des rebelles. Donc, les soufis, c'est le principe, il y a un problème du Rwanda, c'est que la manière pyramidale dont on conçoit l'islam n'a rien à voir. L'islam, c'est plus une nébuleuse. Et ça, il faut lire le livre de Hofer sur la nébuleuse et le terrorisme au Proche-Orient, il explique très bien. Et si vous voulez, il y a à la fois les partis qui sont organisés comme des partis occidentaux, mais pas toujours. Par exemple, si vous demandiez à des intellectuels libanais à une époque, le Hezbollah, il a été créé quand? La réponse, moi, on me l'a faite à moi. Le Hezbollah n'a pas été créé, il est apparu. On n'est pas dans le même univers mental. Donc, être laïque pour un militant du MHP, c'est pas la LCR ou la France Insoumise. Et pour revenir à la question, est-ce qu'il n'y a pas de contradiction entre Erdogan qui veut rentrer en Europe ou peut-être Erdogan ne veut même pas. Attends, ça c'est après. Non, c'est la même. Ah, pardon. Alors, attends. Il y a déjà un instant en Libye, le maréchal Haftar déclare avoir pris les pouvoirs, allié ou opposé à la présence turque. Opposé, carrément. C'est quelle date? 25. Pardon, 18h 25. Ah oui, j'ai sauté. Il est opposé, il est carrément opposé parce qu'il soutient le... Haftar, c'est un peu l'homme qui travaille conjointement avec les Égyptiens. Donc, effectivement, il est fortement opposé aux Turcs. Et tout à l'heure, même s'il n'était pas au début... Il se tenait aussi par les Russes. Hein. Il y a un tel déploiement des Turcs qu'Haftar, il sait très bien que si ça va plus loin, il va finir sur un peloton d'exécution. On passe à la prochaine, donc c'est la 18h27, toujours d'Eric. Une autre question, la Turquie laïque a-t-elle une place dans la nouvelle Europe?
Je n'ignore pas que nos milieux ils sont hostiles, je pose juste la question. Mais je peux ajouter sur cette question, est-ce que la Turquie veut entrer dans cette Europe maintenant? Oui, Moi, je ne suis pas certain que la Turquie ait toujours envie d'entrer en Europe. Maintenant, le gros problème des Turcs, c'est que quelque part, ils sont déjà en Europe. Il y a de très fortes minorités turques, notamment en Allemagne. Donc, quelque part, ils ont déjà un pied en Europe. Alors, est-ce qu'ils veulent que ça évolue durablement? Est-ce qu'ils veulent y entrer politiquement? Ça, c'est une autre chose. Moi, j'en suis pas certain. Je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas eu un repliement, parce que la doctrine des Loup-Gris, du MHP, du millier de Sire et quelques partisans, c'est une doctrine qui est largement pantouranienne, c'est-à-dire tournée plutôt vers l'Asie, et plus que vers la partie européenne, à laquelle ils ne renonceront jamais, parce que c'est un mouvement ultranationaliste. Et moi, je ne pense pas, je pense que ça fait peut-être partie des concessions que Erdogan a peut-être fait au MHP, c'est de renoncer peut-être à l'Europe. Maintenant, le problème de l'Europe, c'est que c'est une question de posture des Européens. Ouais. Si les Européens se couchent systématiquement devant Erdogan, et si à chaque fois qu'il leur demande des concessions pour se rapprocher ou rentrer dans l'Europe, on lui dit oui, il ne va pas refuser. On vous offre un plateau de fruits, si vous avez faim, ben vous le prenez. Bien sûr, quand on parle d'Europe, on est en train de parler de l'Europe de Bruxelles. Hein. oui, attends, je peux ajouter seulement une considération. Alors, l'Europe ne peut pas être un puzzle dans lequel on peut mettre, comme certains le voudraient, et même les Chinois. Je veux dire, l'Europe et l'Europe. Alors, il y a des puissances moyennes ou grandes qui entourent l'Europe. On peut énumérer l'Angleterre, la Turquie et la Russie, avec lesquelles tu dois avoir une relation qui dépende de la Turquie, de la Russie et de l'Angleterre. L'Angleterre, forcément, sera toujours hostile. Donc, ce ne sera pas possible d'avoir une alliance ou une entente avec l'Angleterre parce que l'Angleterre ne peut pas se le permettre. La Russie, ça dépend. Et effectivement, nous avons un intérêt géopolitique et géostratégique d'une détente, au moins avec la Russie. La Turquie, ça dépend aussi, mais il faut les considérer comme des sujets tels quels. On ne peut pas les imaginer comme des sujets européens. Mais est-ce que, à propos de la Russie, je signale, est-ce que la Russie a quand même une volonté de puissance, ou plutôt, est-ce que Poutine a les moyens de sa volonté de puissance? Parce qu'après, la Russie est en train d'essayer de survivre. Hein. Oui, mais n'oublie pas que la Turquie a quand même abattu un avion russe et la Russie n'a pas bougé. Hein. Moi, je pense que le problème de la Turquie est assez simple à résumer. La Russie est devenue une puissance moyenne qui mène ses engagements extérieurs avec le peu de moyens qu'elle a. Ouais. C'est tout. Et je pense que quelque part, si vous prenez quand même les matériels sur le terrain, le déploiement de la Russie au Levant, c'est grosso modo le déploiement de la France au Mali, hein, pas plus. Hein. Il n'y a jamais eu des centaines d'avions déployés, il n'y a jamais eu des centaines d'hommes. Ils ont des points forts qu'ils avaient du temps des Soviétiques, dont ils ne se sont pas emparés depuis. Il y a du côté de Tartous, il attaquait. C'était déjà dans la besace. Ils ne s'en sont pas emparés. Ils gèrent un héritage, mais ils n'ont pas les moyens. Voilà, on peut... Oui, il y a ma question, justement. Pardon? Ma question a du terre 34. Ah, on saute sur 34, il n'y a rien d'autre. Alors, Gabriel, Russie et Turquie, une relation très ambiguë, destinée à évoluer comment? Justement, vu ce qui se passe en Syrie et en Libye. Alors, le problème des Turcs, c'est que les Turcs et les Russes, ils sont obligés d'avoir des relations pas trop brutales parce qu'ils ont énormément d'enjeux économiques. Donc, ils n'ont pas envie. C'est comme un couple qui se dispute. On va bien casser de la vaisselle, mais si on ne peut pas mettre le feu à l'appartement. Et comme il y a des enjeux importants entre ces deux pays, alors certains qui passent par le biais des Iraniens, il y a aussi des liens avec la Syrie, et les Turcs et les Russes n'ont pas envie de se faire trop de mal. C'est pour ça qu'ils se battent par proxy interposé. C'est pour ça qu'il y a des milices qui sont là pour prendre des coups. Quand ils se sont fait abattre en Sukhoi 24 Fencer, qu'est-ce qu'ils ont fait?
ils sont allés matraquer des milices turkmènes au sol. Ils n'ont pas abattu un avion de chasse turc. Ils auraient pu le faire. Ils ont tapé des proxys, des mercenaires, si on veut. Et je pense que le problème des Russes et des Turcs, c'est qu'ils se sont quand même lancés aussi dans un processus diplomatique et le processus d'Astana, puis de Sochi, puis de Sochi, mais qui est bloqué. Qui est bloqué parce qu'effectivement, comme des deux côtés, on a des arrière-pensées, c'est simple, dès qu'il y a un accord de signé, généralement, il est violé le lendemain. C'est comme les trêves. Mais le problème, c'est qu'ils ont quand même un processus en cours et qu'ils n'ont pas envie de le jeter à la poubelle. Des deux côtés. Bon, je passe à l'autre, alors, entièrement d'accord. Le reste, ce sont des considérations. S'ils parlent un peu. Après, le 42, tu as Bobo que c'est Roberto Salvarani. Ah oui, je sais que c'est lui, 42. Ben, on dira, le reste, on dira dans le plus simple. Ah oui, Bobo. En bref, ça c'est le Vénitien. Oui. En bref, les rapports entre l'Union européenne et le Supreme Court, ils continuent en cachette où il y a une nouvelle stratégie. Disons, vous avez une opinion qui défend le lieu commun, même lancé par des études professionnelles. Vas-y. Je ne sais pas trop. Là, franchement, je ne sais pas trop. Il y a toujours des relations, puisque de toute façon, on négocie toujours. Mais le problème de l'Europe, c'est que les Européens, ils sont en nombre dispersé. Donc, je ne suis pas certain que lorsque les Allemands discutent avec les Turcs, ils leur disent la même chose que les Français ou que les Anglais. Et alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a des pays qui sont très méfiants. Parce que, par exemple, ceux qui sont allés aider les Grecs et qui ont envoyé de l'aide également sur la frontière avec la Turquie, c'est les pays, donc c'est les pays de Visegrad. C'est les Autrichiens. Et même les Estoniens ont envoyé quelques petites vedettes. Donc, les Européens qui se positionnent de manière hostile avec les Turcs ou favorablement, ou qui se couchent devant, comme les Allemands, c'est pas les mêmes. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une Europe unie. Il y a des pays européens qui ont leur propre politique. On ne sait toujours pas. Les Grecs ont revendiqué, au début de la crise, quand ils ont commencé les Turcs à se projeter, ils ont revendiqué le fait d'avoir abattu un F-16 turc. Les Turcs n'ont jamais commenté. Ce qui est tout à fait possible parce que les F-16 grecs sont supérieurs à ceux des Turcs. Mais donc, ça veut dire que si vous avez des gens comme par exemple les Estoniens ou les Autrichiens ou les Bulgares ou les Hongrois qui vont envoyer des gardes frontières à la frontière gréco-turque ou l'autre frontière, ils savent très bien qu'ils mettent le droit dans un engrenage. Parce que les Turcs peuvent réagir brutalement. Donc, et ça n'est absolument pas la réaction de pays comme la France, comme l'Allemagne. On a quand même envoyé se balader, il y a eu le Covid, on a envoyé le Charles de Gaulle se balader en Méditerranée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps-là? Ils ont regardé des navires militaires turcs débarquer de l'armement en Libye. Franchement, qu'est-ce qu'on foutait là-bas? Prochaine question donc, de Gabriele, c'est l'absence ou la dépendance européenne dans la Méditerranée ne risque pas d'être catastrophique de tout point de vue? Ah, tout à fait, parce qu'on est en train de perdre la Méditerranée. Et parce que moi, je pense que les seuls qui pourraient contrebalancer la chose, ce seraient les Américains s'ils décidaient de se projeter. Il suffit qu'ils envoient un effectif expéditionnaire des Marines, des MEU, qui sont de gros bâtiments avec la escorte, ils peuvent faire basculer la situation, mais je ne crois pas qu'ils en ont envie. Donc le problème, c'est que l'Europe ne veut pas intervenir. Frontex n'est même pas capable d'empêcher trois navires qui ont des têtes de gros chalutiers d'ONG de gauche de récupérer des migrants. Je ne vois pas comment le même dispositif pourrait tenir tête à la marine turque. Et je pense que le problème des Turcs, c'est que quand ils avancent, ils font tout pour ne pas reculer. Donc on va se retrouver, je pense, avec un statu quo, peut-être une présence durable. Alors, et avec tout ce que ça peut provoquer comme crise. On arrive au sujet préféré de beaucoup, la migration et les immigrés. Et le cas migratoire, donc c'est toujours de Gabriel, et la carte migratoire vers la Grèce représente-t-elle un danger majeur? Oui, c'est un danger majeur parce que ce genre de frontière peut céder à tout moment. Il y a énormément de monde. Alors, le Covid les a fait reculer, mais
Le problème des puissances qui sont confrontées à ce genre de situation, c'est ça, c'est à un moment donné, si la frontière cède, est-ce que l'armée va tirer dans le tas? Parce que les armées européennes, les armées européennes. Alors, je pense que l'armée grecque peut-être, mais je pense que si vous voulez, les armées italiennes, espagnoles ou autres, par exemple à Ceuta, les Espagnols tirent peu. Donc, à un moment donné, si ça alors, moi je crois, moi, une chose dont je suis persuadé, c'est que la menace, ce qui nous menace en Europe, c'est pas une guerre classique de type de milice, c'est une guerre comme ce qui s'est passé au Rwanda, c'est-à-dire des tueries à la hache, à coups de bâton, à coups de pierre, sans l'utilisation d'armes. Et quand on voit le peu d'efficacité des Français et des Belges au Rwanda, pourquoi est-ce que ça ne passerait pas, par exemple, en PACA ou alors dans la région de l'île Roubaix-Turquois? Une crise migratoire, pour reprendre un peu ce que Gabriel a dit, mais pour le remettre dans le contexte. Une crise, un contexte géopolitique. La crise migratoire qui existe entre, disons, la Turquie et le reste de l'Europe, elle a quand même commencé avec la destruction de la Syrie et de l'Irak. Parce que de la région du Proche-Orient, généralement, il n'y avait pas de migrants. Et d'ailleurs, la composition des migrants qui viennent de Turquie est assez bizarre. Oui, c'est très intéressant parce qu'en fait, ça pose aussi la problématique d'où vient originellement le Covid. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un des pays les plus touchés, c'est l'Iran. Ils ont été touchés par le Covid d'une manière massive et très tôt. Pratiquement, comme il y a les relations avec les Chinois, est-ce que c'est les Chinois qui ont contaminé les Iraniens ou les Iraniens qui ont contaminé les Chinois? Le gros problème, si on prend l'Iran, quelle est la première population étrangère en Iran? C'est les Afghans. Donc, quand on va débarquer des vagues d'Afghans qui jouent les réfugiés, le gars, il va pas. Comment à travers la Turquie ou même ailleurs. Le gars qui vient d'Afghanistan, qui était peut-être un Afghan d'Iran, parce qu'il y en a qui ont été stabilisés, il y en a qui sont toujours restés vécus dans des camps ou des choses comme ça. Le gars, s'il se trouve confronté à quelqu'un d'une ONG ou un contrôle douanier qui va dire monsieur, d'où venez-vous? Il va pas dire oh là, mon pauvre monsieur, je viens d'un pays qui est vérolé par le virus et moi je suis contaminé. Il dira jamais qu'il vient d'une zone à risque. Et le gros problème, c'est qu'on n'a aucune idée de la manière dont ces Afghans peuvent être touchés par le Covid et par quel biais et à quel moment. On n'en a aucune idée. On passe à la prochaine question, toujours d'Éric. Que pensez-vous de l'indépendance du Kurdistan, partant de l'idée que chaque peuple a droit à son État? Alors ça, c'est le gros problème, c'est qu'effectivement, c'est le traité de Cerne qui fait donner un Kurdistan aux Kurdes, qui a été tout de suite, d'ailleurs, 2 ans après, abrogé par un autre traité, c'est peut-être du Trianon ou de l'Odon, je ne sais plus. Le gros problème, c'est que il y a un problème, on a une vision très européenne du problème kurde. Le problème kurde, c'est que les Kurdes, c'est une espèce de variable d'ajustement des crises au Proche-Orient. Généralement, quand des pays ne s'entendent pas, et quand ils veulent régler les problèmes, on s'en prend aux Kurdes. Et les Kurdes on utilise les Kurdes. Ou on les utilise, c'est pareil. Et pourquoi? Parce que c'est très simple. Si vous prenez, par exemple, pas les forces d'occupation militaire, mais quand vous prenez l'Empire ottoman en Orient, quelles ont été les espèces de forces mercenaires, supplétives, chargées de prélever l'impôt, de massacrer les gens? Il y a 2 pays qui ont fourni des contingents, c'est les Albanais et les Kurdes. Les Albanais, on les connaît par Tintin, c'est là d'où vient l'expression de Bachibouzouk. Les Bachibouzouk étant des mercenaires. Donc, la vision qu'on a des gentils, je ne dis pas que les Turcs et les Kurdes ne sont pas gentils, mais la vision que les Orientaux non-Kurdes ont des Kurdes est extrêmement défavorable. Et comme en plus ils sont répartis sur plusieurs pays, il n'y a pas un seul pays qui voudra leur donner une partie de territoire. C'est utilisé, à un moment la Syrie va utiliser les Kurdes pour embêter les Turcs, à un moment les Turcs vont utiliser les Kurdes pour embêter les Iraniens. Et
personne ne veut d'un Kurdistan à part les Kurdes. Je ne suis même pas certain que tous les Kurdes le veulent parce que je ne suis pas certain que les grands blocs monolithiques que sont les partis kurdes d'Irak ont envie d'un Kurdistan. Parce qu'ils sont déjà taillés leur fief en Irak. D'ailleurs, en Syrie, un des plus grands généraux, qui est d'ailleurs mort à cause des bombardements du bassiste, était d'origine kurde, d'ailleurs. Voilà. Donc, je ne suis pas certain que il y aura effectivement toujours un problème kurde. Mais je crois qu'il n'y aura jamais de volonté des pays riverains, si on peut dire, de ce Kurdistan théorique qui leur rendront quoi que ce soit. Et ces pays-là s'entendront toujours sur le dos des Kurdes. C'est une constante depuis la fin de l'Empire ottoman. Autre question, autre chose? Oui, à 18h48. Théodore, comment... J'ai oublié de oui, la souris. J'ai oublié que ça ne fonctionne pas tout seul. Alors, monsieur Port, merci pour cette conférence. Il existe un projet de collaboration entre le Royaume-Uni et la Turquie sur des avions de chasse. Ce que pourrait être sa conséquence sur le plan militaire de la Turquie. Tout à fait. Enfin, il y a un double projet, c'est-à-dire qu'il y a un projet mené par les Britanniques qui prend un avion de 5e génération qui est le Tempest. Et effectivement, il y a des collaborations avec les Turcs. Alors, il y a deux biais. Soit les Turcs se rallient au projet Tempest. Comme il y a d'autres pays européens, il y en a peut-être qui vont tirer la langue, ou alors les Britanniques aident les Turcs à développer leur propre avion de 5e génération qui sera plus ou moins calqué sur le Tempest britannique. Mais effectivement, il y a une collaboration très active et c'est très avancé. Le Tempest est beaucoup plus avancé que le projet conduit par Dassault. Et ce qui aide aussi, c'est que Boris Johnson, dans sa lignée, a quelques petites ascendances ottomanes. Ah, absolument, il est très fort d'ailleurs. Mais de toute façon, même s'il est blond. Alors, mais il y a aussi un problème, c'est que la géopolitique anglaise, elle est, par rapport à cette région, il y a une vieille tradition, c'est la lutte entre l'ours et la baleine. L'ennemi héréditaire géopolitique dans la région, c'est des Britanniques, c'est plus les Russes, quelque part. Donc, l'idée des Britanniques d'avoir des relations privilégiées avec les Turcs, pourquoi pas? Et sans compter que pour les Britanniques, s'ils veulent s'entendre dans les projets militaires, les Turcs, ils sont au niveau. Hein. La seule chose que les Turcs ne font pas actuellement, c'est des hélicoptères de combat. Ils ont adopté un modèle italien qui sont plus ou moins en train de cloner. Mais les véhicules blindés, les chars, c'est du niveau des Britanniques. Donc, il y a toutes les possibilités sont ouvertes. Et si effectivement il y a une entente au niveau d'un avion qui sera à peu près identique avec les Turcs, c'est du domaine du possible. Et ce qui effectivement donnerait une puissance aérienne à la Turquie qui serait colossale. Parce que pour l'instant, ils sont toujours encore tributaires de l'aide américaine. Alors la prochaine question, alors de toute façon, c'est pas une question, mais je la lis quand même. De toute façon, c'est Sylvester Staline. De toute façon, nous sommes en train de tout perdre, pas seulement la Méditerranée. Gabriel et Adinolfi, de nouveau, peut-on avoir une politique méditerranéenne commune de la part de l'Europe, vu la divergence d'intérêts entre la France et les pays de la Méditerranée? Ou pour quel est le lieu, il faut une grande révision générale franco-allemande et un cerveau stratégique moins méditerranéen? Moi, je ne pense pas, parce que je pense qu'il y a plusieurs Europes. Il y a à la fois les pays, on a vu sur le problème de la mer Égée, du migrants et il y a le groupe de Visegrad qui se détache de plus en plus de ce que dit Bruxelles. Il y a aussi les Hongrois et les Bulgares. Après, vous avez l'Europe du Nord qui sont contre-fiches actuellement complètement de ce qui se passe au Sud. Et vous avez les pays latins. Et Jacques Sapir a fait un excellent texte où il dit que les grands perdants de la crise du Covid, ce sera l'Espagne, l'Italie et la France. Moi, j'ai trouvé un espèce de surnom pour ces gens-là. Je les appelle les latins crétins. Je parle des dirigeants, bien entendu. Donc, il y a plusieurs Europes. Qui ont détruit, d'ailleurs, avec le Covid, qui ont détruit leur propre pays. Oui.
Bon, ça c'est une autre chose. Alors ça c'est une question de Jean-Marie, mais c'est pas une question, mais je te la lis quand même parce qu'elle est sympathique. Avec l'âge, Jacques ressemble de plus en plus à Giorgio Almirante. Je laisse Jean-Marie Le Vigan à son commentaire. Je vais prendre ça pour un compliment, je ne sais pas si je le mérite. Alors, Rachel, c'est pas mal non plus, ça c'est le commentaire, absolument. Alors, sauf erreur, voilà, c'est une question maintenant. Sauf erreur, la Turquie a 3 millions de réfugiés, plus ou moins vrais réfugiés. Moins millions sur 90 millions d'habitants. C'est beaucoup. Dans quelle mesure ces réfugiés sont-ils une masse de manœuvre pour déstabiliser l'Europe? Alors, pour prendre un peu la défense, effectivement, de la Turquie, c'est que tous ces réfugiés, ils n'ont pas demandé à les avoir et que pour l'instant, ils ont sur les bras. Donc, qu'ils aient envie de s'en débarrasser, c'est compréhensible. Étant donné que c'est toujours pareil, il y a les relations commerciales et comme une partie des investisseurs en Turquie, c'est les pays du Golfe, c'est pas évidemment dans les pays du Golfe qu'ils vont les jeter. Ils se sont débarrassés. Donc, il y a toujours le risque de voir une partie de cette masse de migrants, surtout que c'est utilisé à bon escient. C'est pas un flux permanent, vraiment c'est bloqué et Erdogan utilise ça un peu comme une espèce de moyen de pression, de chantage. Et c'est permanent parce qu'ils sont des millions. Voilà, alors après, le Kurdistan serait un État ingérable sans façade maritime, évidemment. Ah ben c'est le problème. C'est le grand problème. C'est le gros problème du Rojava, comme les Turcs l'appellent. Mais leur gros problème, c'est qu'il n'y a pas. Il y a une espèce de romantisme pro-turc européen qui s'est surtout développé dans les pays francophones. À une époque, la personne qui était derrière ça, c'était Madame Mitterrand. Et il y a une vision totalement différente des Turcs et des Kurdes vue par les Européens. Quand vous connaissez bien les quartiers turcs et kurdes, ils se jouent dans les capitales européennes, c'est pour ça qu'il y a souvent des affrontements. C'est des gens qui sont très bien encadrés et qui sont bien organisés. Donc, ils ont à la fois, comme beaucoup de problèmes, il y a des problèmes de criminalité, mais c'est quand même assez encadré par des partis politiques. Moi, je me suis retrouvé à faire, une fois j'étais en scooter et à côté de moi, un gars qui était en voiture, qui avait un autocollant des loups gris, j'ai tapé sur sa vitre et j'ai fait une signe de reconnaissance des loups gris. Le mec, il m'a fait un grand coucou. Parce que la Turquie, le gros problème, c'est que généralement, les migrations autres que turques sont des migrations qui sont, on va dire, indépendantes géopolitiquement des pays. Les pays comme le Mali, l'Afrique, tout ça, c'est des gens dont ils se débarrassent. Et le problème du migrant venant de Turquie, il est toujours rattaché à un projet politique qu'il a emmené avec lui. Les Kurdes de l'extrême gauche, c'est les mêmes que ceux de Turquie. Les Turcs de droite, c'est les mêmes que ceux de Turquie. Donc, et ces gens-là, ils ont été projetés de manière organisée. Donc, on n'est pas du tout. Alors, ça peut déborder sur la criminalité, mais le problème, c'est que ça peut déboucher sur les revendications politiques liées au pays d'origine. C'est pour ça que Erdogan arrive à si bien jouer avec sa communauté turque. Il faut savoir qu'il y avait aussi des Kurdes pro-régime. Donc, malgré les tensions, les guerres permanentes qu'on a connues entre les Kurdes et d'opposition armée comme le PPK et la Turquie, mais il y a des contacts entre les Turcs anti-régime et le régime, bien évidemment. On n'aura jamais totalement. Donc, avec cette partie de migration, on a un problème, c'est que ça peut être rapidement une machine opérationnelle politiquement. Voilà, je passe outre. Alors, le Kurdistan serait un État ingérable sans façade maritime. Merci, M. Borde. Eric répond à Jean-Marie en disant la Suisse n'a pas de façade maritime non plus. Ça, c'est vrai. C'est toujours la Suisse. Sylvestre Saline, Jean-Marie, une très forte pression géopolitique et économique. Bon, d'accord, c'est un commentaire. Alors, en plus de ces réfugiés, la Turquie a un moyen de pression très fort avec la démographie turque en Europe. Tu as déjà répondu, tout particulièrement en Allemagne. Gabriel est de nouveau.
autre chose. En Syrie, la Turquie se trouve opposée à l'Iran. Ce serait un rêve pour Israël de déclencher une guerre turco-iranienne. Je le vois difficile, mais qu'on peut dire entrevoir un début de risque. Moi, je pense que sur la guerre de Syrie, je pense que les Israéliens, c'est pas une guerre qu'ils ont provoquée, je pense, mais c'est une guerre qui surveille. Ça me fait penser à cette réflexion d'un général américain qui a, à la fin de la guerre Iran-Irak, qui a dit dommage que ça s'est arrêté, ça nous arrangerait bien. Les Israéliens, ils voient des gens qui sont leurs adversaires potentiels se porter des coups. Vous pensez bien qu'ils ne vont pas y mettre en terre. Et ils interviennent ponctuellement. Les Israéliens, ils ont des lignes rouges. Les lignes rouges, c'est certaines avancées territoriales et l'accès par le Hezbollah. Là, ils tapent. Et ils tapent quand ils veulent, comme ils veulent, sans problème. Et très certainement, parce que je note que la supposée couverture électromagnétique russe et les mirobolants S-400 russes turcs qui ont été disposés en Syrie, il n'y a jamais eu un tir contre un F-16 israélien. Le seul F-16 israélien qui a été abattu par un missile, c'est un missile de l'armée syrienne. C'était une version du S-250 optimisée par les Iraniens, et basta. Donc, les Russes laissent faire. Les Russes laissent faire. Mais pourquoi? Parce que les Russes, il y a une grosse communauté russe en Israël, et que ces gens-là ont des rapports avec la Russie, que Netanyahu régulièrement va s'entendre avec Poutine. Donc, et pour l'instant, c'est une guerre où des gens qui leur sont adversaires se tapent dessus sans s'occuper d'eux. C'est du pain béni. C'est du pain béni. Pourquoi s'en mêler et qu'à prendre du coup? Et surtout, pourquoi la faire arrêter? Prochaine question. Alors, Anthony Albertini, de l'Allemagne et la Méditerranée. Alors, moi, je pense que l'Allemagne se contrefie totalement la Méditerranée. Ils ne remettront les pieds quand ils pourront faire leur politique d'aide par une espèce de plan Marshall à des pays qui seront agonisants comme la France, l'Italie ou l'Espagne. Mais militairement, l'armée allemande, j'ai fait un papier récemment là-dessus, il n'y a plus rien quasiment. Ils n'ont pas plus ils doivent avoir le parc aérien, par exemple, de la Bundeswehr, c'est une trentaine d'appareils en état de guerre. Leur marine, c'est à peu près pareil. Et l'armée allemande ne peut se projeter à l'extérieur dans des conditions qui sont extrêmement coûteuses. Avec une protection. Un militaire allemand a le droit d'exiger la même protection santé en projection qu'à la maison. Alors, c'est comme tous les pays européens, il y a de très bonnes forces spéciales qui ont pu être utilisées en Afghanistan et ailleurs. Mais l'armée, c'est plus un moyen tellement géopolitique. Donc, ça sera le rôle allemand, et ça sera le rôle classique du chantage par le biais de l'Europe, de l'économie, un chantage politique avec la von der Leyen, qui est maintenant la présidente de la Commission économique, qui est quand même l'ancienne ministre de la Défense. Et donc, les Allemands, ils jouent leur jeu, qui est un jeu allemand. Pourtant, Jacques, ça fait longtemps que la Merkel soutient la nécessité de créer un groupe d'intervention européenne dans la Méditerranée, dans l'Afrique du Nord. Et n'oubliez pas que la première fois qu'ils se sont rencontrés sur ceci, c'est exactement où il y a eu où il est tombé de façon incroyable le German Wings. Et voilà, et que même tout de suite avant l'histoire du Covid, ce qui ne veut pas dire que le Covid était débranché pour ça, hein, mais je veux dire, tout de suite avant l'histoire du Covid, il y avait eu quand même pour parler assez fort, assez comment dire, assez cohérent entre la Merkel et Poutine sur les accords à l'Est, sur les accords sur la Méditerranée et sur le soutien à Haftar. Donc, les Allemands, quelque part... Oui, moi, je suis là. Moi, je crois que ce que feront les Allemands, ils essaieront de faire
de faire ce que font les Turcs en Syrie, c'est de faire le boulot par les autres. Ou par une armée européenne. Oui, il faudrait la créer, mais le problème, c'est que pour l'instant, il y a des résistances économiques, ils ont plus vraiment de blindés, alors, ils ont toujours des forces spéciales. Donc, effectivement, ils pourraient, comme ils ont très peu de moyens opérationnels, ils pourraient renforcer Frontex. Le problème, c'est que là, ils vont se heurter aux Turcs. On continue. Alors, les immigrés kurdes en France sont souvent très islamistes. C'est aussi vrai, peut-être. C'est partagé, parce qu'il y en a qui sont islamistes et il y en a qui sont liés aux forces politiques turques. C'est des gauchistes ou des nationalistes. Alors, Sylvester, on peut se souvenir des campagnes électorales d'Erdogan au pays de l'Union européenne. Oui, on a déjà traité, c'est vrai. Oui, Gabriel, cela fait longtemps que je pense que la Turquie pourrait être un épicentre explosif pour un très grand conflit ouvert. On a déjà traité, mais c'est la question Irak, Syrie, Israël. Jean-Marie, il est peu probable que Turquie et Iran se tapent dessus. Ils ne sont pas les adversaires d'Irak, ce sont les deux grandes puissances du Moyen-Orient. C'est bon. Les Russes réagissent peu pour éviter que ça pète. Ça ne serait pas dans leur intérêt face à cette petite provocation et progresse progressivement. Oui, ça c'est. Oui, moi je pense que malheureusement il progresse progressivement parce qu'il n'y a pas les moyens de progresser autrement. Oui, surtout avec la crise du pétrole maintenant qui est le prix du baril est devenu négatif. Et même avant, mais n'oublions jamais que la Russie a la PIB de l'Espagne. Hein. Oui, en plus, oui. Oui, ça, voilà. Oui, ça résumait le truc. Gabriel a tout résumé. Oui, on y va. Les sous-marins allemands prennent l'eau, ça on est d'accord, ça c'est Jean-Marie. Alors, l'idée, synchronicité des révoltes du printemps arabe et politique méditerranée de Sarkozy, un rapport au pur hasard. Je ne sais pas. Je pense que les révoltes arabes, c'est quelque chose qui n'était pas dans l'agenda de Sarkozy, peut-être de Cameron et d'autres. Donc, mais je pense surtout que le gros problème, c'est que c'est une révolte que au début, les Syriens n'ont pas pu prévoir parce que le régime était en refonte. Il n'y avait pratiquement plus de services de renseignement syriens parce que les gars étaient occupés à faire du business. Au Liban notamment. Donc, ils ont dû apprendre à refaire du renseignement. L'armée était totalement abandonnée à son triste sort. Maintenant, elle est forte, elle est équipée, entraînée. Il faut savoir que le même type de blindé, le T-90, se trouve dans les Hashd al-Shaabi, les milices irakiennes, l'armée iranienne, l'armée turque, l'armée russe et l'armée syrienne. Ils ont tous standardisé. Il y a quelques différences. Mais ce n'est pas impossible, par contre, qu'à l'inverse, Sarkozy était dans l'agenda de printemps arabe, sans le savoir. Alors, le gros problème de Sarkozy, alors il y a un problème avec Sarkozy, oui, pourquoi? Pour une raison très simple, il ne faut pas oublier que ce qui était à l'origine, on va remonter loin, c'était la politique arabe de la France, qui est un concept gaulliste. Le problème de gaullisme, il n'existe plus avec De Gaulle, parce que dès Pompidou, ça capote. La politique arabe est devenue une politique pro-arabe de la France, non pas dans l'intérêt de la France, mais dans l'intérêt des pays arabes. Et on s'y retrouvait à partir de Giscard, Mitterrand, Chirac, Hollande, à une politique arabe de la France, c'est « je me vends un pays arabe ». Donc du coup, on a eu Sarkozy qui s'est vendu à la famille Hariri, on a Hollande qui s'est vendu au Qatar, et maintenant on a Macron qui se vend aux Saoudiens. Le problème, c'est que ce n'est pas une politique française. Donc, qu'à un moment donné, effectivement, Sarkozy se soit fait manipuler par des investisseurs ou des dirigeants arabes, c'est tout à fait du domaine du possible. Alors, exactement, je continue, donc exactement même avant. Et puis, dernière question ou dernier commentaire. Je connais peu la progression démographique et économique de la Turquie sur la dernière décennie. Alors ça, moi non plus, je suis désolé. Mais économique, ils sont puissants. Alors, ils sont très puissants. Ils sont
Disons que il n'y aurait pas le problème du Covid, ça ressemblerait plus à une petite Corée. C'est-à-dire ils ont de bons chefs d'entreprise, ils sont travailleurs, ils ont beaucoup travaillé avec les Allemands, et un ouvrier turc, un ouvrier allemand, ça bosse de la même manière, ça travaille aussi bien. Non. Alors, moi, je viens de regarder, ça fait 1,5% de croissance par an, 0,8 de naissance par femme. Donc, il n'est pas extraordinaire. Mais pour reprendre le côté économique, par exemple, en Italie, vu que nous, on habite maintenant en Italie, les électroménagers bas de gamme, c'est contrôlé par les Turcs, la Beko. Avant la crise de la Covid, la Turquie allait lancer leur première voiture électrique conçue en Turquie. Donc il y a une progression économique industrielle turque qui est assez puissante, hein, au moins avant le Covid. Maintenant, avec la crise du Covid, on peut pas savoir. Alors, le gros problème de la progression turque qui se pose, c'est que leur armée n'est pas aussi bonne qu'ils le pensent. Ils subissent énormément de pertes, ce qui, en période de croissance et d'optimisme nationaliste et patriotique, posait pas de problème. Ce qui a peut-être leur problème, c'est comme par exemple ces Iraniens qui contestent la politique étrangère iranienne en disant l'argent qu'on dépense en Irak et au Liban, on ferait mieux de le dépenser chez nous. Oui, n'oublie pas que l'armée turque a été aussi un peu touchée grâce à la répression des officiers du coup d'État. C'est sûr qu'ils ils remplacent progressivement, mais ça pose problème. Quand vous avez une partie de vos cadres militaires qui sont arrêtés, même s'ils en avaient quelques-uns pour prendre la place, il faut quand même qu'ils se mettent dans les dossiers et qu'ils occupent les postes. On continue. Alors, oui, il faudra arrêter très peu parce que nous, on est sous embargo et on est sous confinement et Jacques est en visite chez moi. Donc, dans très peu, on doit arrêter parce que sinon, il ne pourra plus aller chez lui. Alors, rapidement, si vous pouvez m'éclairer, militaire en évolution, donc ça va. Je voulais demander en fait si on n'a pas déstabilisé ces pays pour tuer la politique méditerranéenne de la France. Je pense qu'elle n'existait même pas déjà, la politique. Oui, je pense qu'à l'époque de Sarkozy, il y avait plus vraiment. Alors, il y avait des projets effectivement euro-méditerranéens, et là, il est possible que dans l'idée peut-être des Britanniques, ça faisait mettre les Français dans l'embarras, c'est possible. Mais c'était grandement le projet euro, parce qu'il y a eu divers noms, les divers projets euro-méditerranéens. La France ont tous pris l'eau de toute façon. À Jean-Marie, donc on a déjà répondu sur le fait que Gabriel a répondu d'ailleurs. Ils ont eu longtemps 9% de croissance par an. Ce n'est plus le cas, mais cela reste un pays dynamique. On va savoir ce qui se passe après le Covid. Alors, ok, ils sont efficaces en comparaison les Allemands. Merci. Alors, Gabriel a dit parfois que l'Italie a eu des problèmes internes quand elle a voulu avoir une politique méditerranéenne. Parfois, toujours. Hein. Oui, le parfois, oui, c'est plutôt toujours. 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 Bon, là, on y va. La Turquie, c'est la plus, c'est l'Orient, les Turcs dans les ingénieurs. Ah oui, oui, ils ont de très bons ingénieurs. Sylvester, ok, ils ont une grosse armée, mais mal gérée. Gabriel, les taux de fertilité, ça, tu l'as déjà dit. Et Sylvester qui dit merci. Bon, messieurs, dames, comme nous, on est sous confinement aussi, et comme Jacques est en visite chez moi, on habite dans la même ville en Sicile, mais il doit aller chez lui sans se faire arrêter par la police. Donc, je pense qu'on peut finir voilà, tu dis lundi prochain. Et précise d'ailleurs que généralement, vous avez ça, les vidéos sur YouTube. On ne pourrait pas le faire un peu plus tôt. Ça... Oui, je vais le dire ensuite. Attends. Alors, déjà, pour la prochaine. Lundi prochain à 18h, nous aurons Jean-Gilles Maillargui sur le défi corporatif. Par la suite, demain, pour ceux qui parlent italien, donc vous deux, le Vénitien et peut-être Anthony, s'il est intéressé, Puccio parlera de l'expérience de Lotta di Popolo. À 17h30. Et oui, les conférences sont filmées. Alors, quelques-unes n'est pas Russie, mais la plupart en Russie. Et donc, elles sont sur ma chaîne YouTube. Je vais les répertorier. Pour la mienne, qui a réussi grâce au ciel. Oui, la tienne est Russie. Pourquoi pas. Alors, Anthony, je vais t'envoyer quand même les liens pour demain.